Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve dans Punchline en direct sur CNews et sur Europe 1. On est avec Karim Zerebi, Vincent Herouet, Joseph Massescaron et on a été rejoint par Stanislas Godon. Bonsoir. Du syndicat, délégué général du syndicat de police Alliance. Vous êtes ému de ce qui s'est passé avec votre collègue policier qui avait ouvert le feu sur le Pont-Neuf dimanche soir à Paris. Vous faites partie des syndicats de police qui appelaient à manifester lundi. On va comprendre pourquoi. C'est le fait que les juges aient mis votre collègue en examen pour homicide volontaire qui provoque cette incompréhension. On fait le point sur les faits, sur ce qui s'est passé avec Marie Conan et Martin Mazur, et je vous passe la parole ensuite. La colère et l'incompréhension depuis que son collègue, officier de police, a été mis en examen pour homicide volontaire. Johan Maras, secrétaire régional Alliance Police, ne comprend toujours pas cette décision. On ne comprend pas cette qualification. C'est qu'aujourd'hui, elle va un petit peu jeter l'opprobre sur ce collègue-là, alors que, encore une fois, il a juste fait son travail, il a sauvé sa vie et celle de ses collègues. C'est donc la légitime défense qui est évoquée par les policiers. Alors que l'officier tente de contrôler avec son équipe une voiture garée à Contreverse près du Pont-Neuf, la voiture suspecte fonce sur l'un des fonctionnaires. Le policier en réaction tire à plusieurs reprises. Sa collègue brigadier chef est accroché au véhicule qui est en train de redémarrer. Donc il n'a pas d'autre choix que de faire usage de son arme. Il a une fraction de seconde pour pouvoir décider ce qu'il va faire. Le fusil d'assaut, il l'a dans les mains. Suite à leurs blessures, le conducteur ainsi que son passager décèdent. L'officier, lui, est en état de choc. On le met en examen aujourd'hui pour meurtre. Il va devoir avoir besoin d'un vrai suivi psychologique, ce garçon-là, pour pouvoir faire face à tout ça. Le policier de 24 ans a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de port d'armes et d'exercer en contact du public. Stanislas Godon, pourquoi est-ce que les policiers sont en colère ? La justice avance, fait son travail, prononce une mise en examen, et c'est ce mot homicide volontaire qui vous met en colère. Oui, alors attention parce que j'ai entendu beaucoup de commentaires toute la journée sur des caricatures. Nous, on n'a jamais dit qu'il fallait pas d'enquête quand il y a mort d'homme. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que là, les magistrats instructeurs ont requalifié les faits en homicide. C'est-à-dire que c'est passible de la cour d'assises, 30 ans de réclusion de criminel. Donc, croyez-moi, pour un policier, ça veut dire que d'abord, il y a un caractère intentionnel de tuer. Et ça, pour un policier, c'est antinomique. Donc ça nous pose un énorme problème. De plus, je rappelle qu'il y a un contrôle judiciaire très strict, très restrictif qui lui a été imposé avec effectivement des conditions géographiques, des conditions de contact, des conditions d'interdiction d'exercice notamment du métier en contact du public. Alors il y a des choses qui peuvent paraître normales, mais tout ceci fait un paquet qui est extrêmement dur à l'encontre de ce collègue-là. D'autre part, ça c'est important quand même de le rappeler, le contexte de l'intervention. Il y a des faits qui sont graves. Les faits sont graves, il y a 2 morts, un blessé. On le comprend, tout le monde le comprend. Ça, il y a pas. Et je rappelle le refus d'obtempérer. Il faut quand même le rappeler. Refus d'obtempérer, tous les 20 à 30 minutes. Okay. Et parfois, ce sont des policiers qui meurent. Comme par exemple en août 2020, notre collègue au Mans. Ça, il faut le rappeler aussi. C'est pas un jeu quand on fonce sur des policiers. C'est qu'il y a des vies qui sont en jeu. Alors ça peut être la vie du policier, ça peut être la vie aussi des citoyens. Et là, il faudra que la mise en examen permette de faire toute la lumière sur les circonstances exactes, notamment de ce véhicule qui fonce sur les policiers, qui peut-être risquer de porter atteinte, parce que ça c'est le cadre de la loi de sécurité publique. C'est le 435-1 qui dit que si vous n'avez pas d'autre choix pour immobiliser un véhicule qui est susceptible de porter atteinte à l'intégrité physique, soit de vous-même, soit d'autrui, vous avez l'autorisation de faire usage des armes pour un policier ou un gendarme. C'est ça en fait le contexte. Et nous on demande à ce que ce texte-là soit appliqué notamment à ce collègue-là, à ce policier. C'est-à-dire que les juges reviennent sur leur mise en examen. Oui, et j'espère qu'ils vont le faire rapidement, parce que l'instruction, vous savez, ça peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois, et entre-temps, le policier, lui, il est dans la lessiveuse judiciaire. D'accord. Karim Zerebi, vous comprenez la colère des policiers ou vous dites que la justice doit passer et l'enquête doit se dérouler ? Non, mais l'enquête doit se dérouler, c'est une évidence, mais je pense que ça n'est pas ce qui est contesté. En l'occurrence, l'émotion, on peut la comprendre. Donc, dans un cas pareil, du côté des policiers, du côté de la famille de ceux qui ont été tués, l'émotion, on peut la comprendre. Il faut la dépasser. Il faut la dépasser comment ? D'abord, il y a une présomption d'innocence.
je le rappelle, la présomption d'innocence, elle est bonne pour tout le monde, et donc pour ce policier en l'espèce. Il est mis en examen, certes, ça n'est pas un élément de culpabilité. C'est qu'il y a des faits, des indices concordants qui font qu'il y a une enquête qui est en cours, l'IGPN, puis il y a une enquête judiciaire. Peut-être que le chef d'accusation va changer. Et ça arrive fréquemment en matière de justice. Donc on part sur un homicide volontaire, peut-être qu'à l'aune des témoignages, des images, s'il y a des images qui sont récupérées, donc des éléments qui sont réunis, peut-être qu'il ne sera plus un homicide volontaire, c'est un homicide involontaire avec... Bon, et je pense qu'il faut raison garder. Et il ne faut pas jeter d'huile sur le feu, ni d'un côté ni de l'autre. Présomption d'innocence, l'enquête doit suivre son cours, et à un moment donné, il y a quand même un élément à noter. Vous avez parlé du contrôle judiciaire, certes, mais combien de personnes accusées d'homicide volontaire sont incarcérées? Ça n'a pas été le cas. Donc ça veut dire qu'il y a un contrôle judiciaire qu'on peut comprendre aussi. Strict. Parce que, qui est strict, mais qu'on peut comprendre aussi. Ça veut dire refus de port d'armes, sortie, pas de contact avec son service. Mais on peut le comprendre en l'état actuel des choses. On peut les comprendre. La chose évoluera. Ce type d'enquête, ça va pas prendre des mois, vous le savez très bien. Non, mais c'est au cœur de l'actualité. Et on sait effectivement l'émotion que ça crée au sein de la corporation. Et on peut le comprendre. Donc ça veut dire qu'il faut que la lumière soit faite assez rapidement. Je pense que c'est ce à quoi les acteurs vont s'employer. Sauf que ce qu'on a du mal à comprendre, c'est pourquoi partir d'abord du plus élevé. Pourquoi ne pas partir comme élément répertorié par les journalistes. Si vous permettez, par rapport aux juste pourquoi ne pas suivre les réquisitions du parquet? Parce que là, aller au-delà du parquet, c'est quand même enclencher une roue crantée en allant plus vers la présomption de culpabilité que la présomption d'innocence. Ça, c'est comme ça que ça a été perçu, notamment par les policiers. À moins qu'il y ait des éléments factuels qui prouvent effectivement qu'il y a quelque chose qui aille dans ce sens-là. Mais ça, auquel cas, il faudra vite en faire la lumière. Ça, c'est important. Parce que en attendant, le policier, c'est un meurtrier, là, aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle. Parce que sinon, vous êtes sur la présomption de culpabilité. Mais justement... mais défendez la présomption d'innocence, au contraire. Mais c'est bien pour ça qu'il est présumé innocent à ce stade. C'est bien pour ça qu'on va le soutenir et qu'on va manifester notamment lundi. Alors, vous allez manifester pourquoi lundi? Alors, d'abord... Parce que c'est un soutien. Pour montrer votre soutien, ok. Ensuite, c'est pour dire qu'il faut absolument que on préserve la légitime défense des policiers, les cas d'usage des armes que j'ai décrits tout à l'heure. Et ensuite, aussi, c'est une revendication de notre part que l'on porte depuis des années, c'est cette fameuse présomption de légitime défense pour inverser, je dirais, la charge de la preuve. C'est ça. Pourquoi est-ce qu'il était armé d'un fusil d'assaut, ce policier? Alors les HK-G36, j'ai entendu aussi. C'est une arme de guerre, c'est une arme. Oui, c'est un fusil d'assaut, mais rappelons quand même le contexte dans lequel ces armes ont été mises en dotation collective pour les policiers. La vague d'attentats de 2015 a mis en lumière un sous-équipement des policiers avec des pistolets mitrailleurs Beretta qui étaient obsolètes, qui occasionnaient notamment des incidents. Il y avait des problèmes d'habilitation. Bref, c'était pas du tout adapté pour faire face à cette menace terroriste. Donc, on a été équipé d'une nouvelle arme, le HK-G36, qui permet d'ailleurs de faire des patrouilles, de sécurisation, comme c'était le cas aux abords de la préfecture de police. Il faut dire que le Pont-Neuf est tout près de la préfecture de police de Paris. Oui, pour ceux qui connaissent et aussi un autre élément quand même, c'est que le Pont-Neuf, c'est juste à côté d'un procès qui est en cours. Puisque c'est la cour d'assises spéciale notamment de Paris. Absolument. Avec le procès des attentats. Et quand on a un véhicule effectivement qui roule à contresens, par exemple, aux abords notamment de cette institution, eh bien, croyez-moi, les policiers aussi se posent cette question. Il y a peut-être une suspicion de trafic de stupéfiants. Il y a aussi peut-être autre chose de plus grave. Le policier ne sait pas quand la voiture lui fonce dessus. Mais s'il avait eu une autre arme entre les mains, peut-être qu'on n'aurait pas ce bilan. C'est ça la question que je vous pose. Alors ça, c'est parce qu'il était en patrouille avec le HK-G36, comme c'est le cas dans d'innombrables patrouilles en France. Je veux dire, il faut pas remettre ça en cause. Sinon, ça veut dire qu'on remet en cause cette dotation, notamment du HK-G36 de tous les policiers. Et alors, on va faire quoi? Ça veut dire que le jour où il y aura une tentative d'attentat, on pourra pas riposter, on sera avec le Six Hour, et puis on déplorera des drames. Il faut pas remettre en cause ce type d'armement. Non, mais n'allons pas quand même remettre en cause ce qui a été mis en place, notamment à la suite des attentats de 2015. Et je le rappelle quand même, nous sommes toujours sous le coup d'une menace.
Elle n'a pas disparu. Hein. Je rappelle qu'il y a quelques mois, il y avait des instructions qui étaient données au préfet pour avoir une vigilance accrue à l'occasion des fêtes religieuses, par exemple. Donc, on ne peut pas tout remettre en cause. Sinon, ça veut dire qu'on remet en cause la sécurité des Français. Alors, il faut quand même noter qu'on a des délinquants de droit commun qui utilisent des kalachnikovs aujourd'hui, et qui les utilisent pour tirer sur des forces de l'ordre. Donc, au-delà des attentats, je veux dire, il y a des phénomènes de délinquance aujourd'hui armés, criminels. Donc, ça veut dire que je pense qu'il faut avoir un équilibre aussi en termes d'armement du côté des forces de l'ordre. C'est pas tant l'armement qui est en cause, c'est vraiment le contexte qu'il faut analyser. Cette décision des juges que contestent les policiers. Dans un instant, on aura les explications de Sandra Busson. Tout de suite, un petit rappel des titres de l'actualité avec Jeanne Cancard, 18h45 sur CNews et sur Europe 1. Joe Biden veut renforcer l'aide militaire à l'Ukraine et la pression sur Moscou. Et pour cela, le président américain propose de liquider les avoirs d'oligarques russes pour compenser les dégâts subis par l'Ukraine. Dans le même temps, Joe Biden demande au Congrès une vaste rallonge budgétaire pour livrer toujours plus d'armes à Kiev. Depuis le début de l'invasion russe, les États-Unis ont déjà fourni plus de 3 milliards de dollars d'armement aux forces ukrainiennes. Le taux de radioactivité à Tchernobyl n'est pas dangereux pour l'environnement et les populations, c'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique lors de sa conférence de presse à Vienne. Il assure que la situation sur place est stable. En revanche, le patron de l'AIEA a confié son inquiétude sur le site nucléaire ukrainien de Zaporizhzhia. Près de 6 ans après le crash du vol MS-804 reliant Paris au Caire, de nouvelles révélations. Des récentes expertises révèlent qu'une fuite d'oxygène a causé l'incendie responsable du drame. L'enquête a aussi établi que l'équipage qui fumait régulièrement dans le cockpit et notamment peu avant l'accident, ce qui est, je cite, une catastrophe lors d'une fuite d'oxygène pur. Le 19 mai 2016, le crash avait fait 66 morts, dont 15 Français. On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, toujours avec Stanislas Godon du syndicat de police Alliance. On revient sur cette décision des juges de mettre en examen votre collègue pour homicide volontaire qui provoque votre colère. On va revenir sur cette décision des juges avec les explications de Sandra Busson du service police-justice de CNews. Sandra, expliquez-nous. Les 2 juges d'instruction ont été au-delà des réquisitions du procureur. Ils estiment qu'en l'état, il y a des indices graves ou concordants qu'au moment où il engage le tir en direction du conducteur du véhicule ce dimanche soir sur le Pont-Neuf, le policier a l'intention de tuer, d'où cette information judiciaire ouverte notamment pour homicide volontaire, c'est-à-dire pour meurtre sur l'homme qui était au volant. Mais les investigations ne font que commencer. À tout moment, les qualifications peuvent être modifiées en fonction des éléments d'enquête qui viendront préciser les circonstances de l'ouverture du feu. Ce soir-là, le gardien de la paix est aux côtés d'un major de police. Ils font face au véhicule à environ 5 mètres quand, selon les témoignages, le conducteur démarre et accélère pour échapper au contrôle, entraînant dans son élan une policière agrippée à la portière parce qu'elle essaie d'empêcher la fuite du véhicule en attrapant le volant. Selon nos informations, les premiers tirs sont effectués de face par le policier qui porte le HK G36, le fusil d'assaut qui avait été fourni aux équipages après les attentats de 2015 pour leur permettre de riposter en cas d'attaque terroriste à l'arme lourde. Pour les policiers de la patrouille, le gardien de la paix de 24 ans a tiré en état de légitime défense, ce que ne retiennent pas les magistrats en l'état. Ce sera un des points cruciaux des mois d'enquête qui s'annoncent, déterminer si les 10 cartouches tirées au fusil d'assaut étaient proportionnées à la gravité de l'attaque et si c'était la seule solution pour le gardien de la paix de se protéger lui-même et de protéger ses collègues. Merci beaucoup Sandra Busson pour ces explications très précises. Qu'est-ce qui peut, encore une fois, motiver la décision des juges, Stanislas Godon, qui estime que il n'y a pas de légitime défense, en fait, qu'il avait l'intention de tuer ce policier? Très honnêtement, je ne la comprends pas, la décision. Donc je ne peux pas l'expliquer, malheureusement. Au vu des circonstances, alors après, attention, parce qu'on va pas faire ici l'enquête judiciaire sur un plateau télé. D'abord parce qu'il y a des éléments qui sont en instruction et donc vous vous doutez bien que seuls les magistrats peuvent évidemment les divulguer ou faire une information notamment ouverte au public. En plus, nous, on n'a pas plus d'informations que ça, très honnêtement. Par contre, ce que l'on sait, c'est que les témoignages en fait des collègues, notamment qui sont intervenus, ils sont extrêmement clairs sur les conditions notamment de ce véhicule qui fonce, qui
est à quelques mètres. Et qui met en danger la vie des policiers qui sont face à lui. Et qui met en danger la vie des policiers. Et il y a des questions qui se posent sur est-ce que autour il y avait encore des personnes, notamment sur le Pont-Neuf, des personnes qui d'ailleurs, je crois, ont fait des témoignages. Est-ce qu'elles aussi risquaient pas de subir ce véhicule, parce que c'est ça aussi, hein, le policier, il tire aussi pour protéger du véhicule qui est susceptible de porter à l'intégrité physique d'autrui. D'autres personnes sur le Pont-Neuf. Une question, Vincent Herouette ? Les gens qui étaient dans les environs risquaient aussi de subir les tirs, hein, parce qu'une arme de guerre, ça ne s'arrête pas à un pare-brise de voiture, ça porte loin. Qu'est-ce qu'on fait ? On laisse une voiture folle non, mais je vous dis pas ça. Je veux dire écraser les policiers, écraser les passants. Je rappelle qu'on est un soir d'élection, notamment présidentielle, qu'il y a quand même des personnes qui sont et des manifestants, oui, et que on est aussi dans un contexte, je le rappelle, aux abords d'un procès quand même d'assises, et que tout est possible. On peut pas refuser de tempérer. Comme on le fait 20 à 30 fois par jour, disiez-vous, en France, aux abords du palais de justice, comme on le fait n'importe où ailleurs. C'est que ça aussi, ça fait partie des circonstances. Vous voyez, le contexte, notamment de cette intervention, qui est important c'est important de le rappeler, parce que au-delà du risque mortel, hein, un véhicule qui vous fonce dessus, voilà, c'est votre vie qui est en jeu, c'est pas une simple blessure. Et puis de cette atteinte délibérée, notamment à l'encontre des fonctionnaires, aux abords, par exemple, de ce procès. J'ai une question, pardon. Le véhicule est à 5 mètres, c'est-à-dire le bout du plateau, d'accord ? Il fonce, le policier tire, légitime défense, mais le véhicule s'arrête comment ? Le véhicule s'arrête parce qu'effectivement, le conducteur, il est touché. Mais un peu plus loin. Oui, mais vous voyez le mot foncer, il fonce et qu'il est à 5 mètres. Évidemment, les policiers doivent être touchés. Le véhicule ne s'arrête pas. Je pense que les policiers se décalent et la voiture finit percutée par un bus quelques mètres plus loin. De toute manière, on ne peut pas refaire l'enquête à l'instant T. Ce que je veux dire, c'est que à la fois les conditions d'exercice du métier sont de plus en plus difficiles. Ça, c'est acté, Stanislas Godon. Je pense qu'on le dit suffisamment ici. Le job des policiers est de plus en plus difficile. Comment appréhender une situation et la graduation du risque de cette situation, c'est complexe. Ils ne savaient pas si la personne était armée à l'intérieur du véhicule, quelle était sa volonté et autres. Et en même temps, excusez-moi, je ne fais pas du Macron, mais on est obligé de le dire, il est normal qu'une enquête ait lieu, il est normal qu'il y ait à un moment donné un questionnement sur l'utilisation de la légitime défense ou pas, sur l'utilisation de cette arme ou pas. Il est normal que ces questions soient posées. Moi, je comprends votre émotion. Je comprends votre émotion, mais là où vous devriez avoir, si je peux me permettre, nous défendons fréquemment les fonctionnaires de police sur ce plateau, parce que nous connaissons la difficulté du métier. Mais défendez la présomption d'innocence et défendez l'idée que l'enquête doit être menée dans la sérénité. Je pense que c'est important. Parce que c'est une façon de faire pression sur les juges. C'est une façon de faire pression sur les juges, mais habituellement, dans ce genre de cas, les juges sont pleins de pression de part et d'autre. Vous croyez que la famille, là, va pas faire pression en disant, mais quelque part, on aurait pu les arrêter autrement, qu'ils soient trafiquants ou pas trafiquants, donc est-ce qu'on doit tuer les gens comme ça, donc dans notre pays ? Ça va être la posture de la famille. Donc de l'autre côté, les fonctionnaires de police vont dire, mais il ne savait pas s'il était en risque, sa vie était en danger. Ce que je veux dire par là, c'est que laissons la sérénité, c'est prendre de cette enquête, c'est important. Par contre, demander, et là, vous avez raison de le faire, que les choses aillent rapidement. Parce qu'on a tendance dans notre pays à statuer trop tardivement sur des situations qui nécessitent à un moment donné qu'on mette le paquet. Alors, là, est-ce qu'on a des images ou pas ? Il faut qu'on aille rapidement parce qu'il nous reste peu de temps. Il est quand même aussi, disons-le, il est quand même plus difficile, on l'a vu avec des enquêtes de ce type, de passer de homicide volontaire à homicide involontaire que l'inverse également. C'est ça aussi où il y a un problème. C'est-à-dire à partir du moment où on met cet étiage au niveau de l'homicide volontaire, il est plus difficile après, au fur et à mesure de l'enquête, de revenir en arrière. Donc, le système, il marche dans les deux sens. Hein. Dans les deux sens. Okay. Dans l'aggravation comme dans la dégradation de la qualification. Je veux dire, c'est que là, je le redis, de partir directement du chef d'inculpation, en fait, de la qualification de meurtre, hein, finalement, du policier, avec ce caractère intentionnel. Je ne sais pas si vous comprenez, peut-être qu'il n'y a que les policiers qui arrivent à comprendre ça, du fait d'être en intention
de tuer, en intention de tuer, alors qu'on est sur une intervention et que quelques semaines auparavant, c'est un fonctionnaire qui, notamment, avait porté assistance à des personnes. Et qui avait sauvé des personnes. Oui, tout à fait. Et ça peut peut-être expliquer le fait que ce soir-là, il se soit senti peut-être plus investi de sa mission qu'un autre jour. Au contraire, ça montre plutôt que c'est un fonctionnaire qui était bien dans ses baskets et qui, d'abord, secourir les personnes, c'était peut-être son premier... finalement, qui vous fait mal. C'est le côté, bien derrière sûr, la notion d'homicide. Intentionnel. L'intention de tuer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte pour un policier ce que ça veut dire. Qui est là pour sauver des vies. Donc la sérénité de l'enquête que réclame Karim. Mais alors l'enquête. Vous savez, les policiers, ils savent très bien que lorsqu'il y a usage des armes, il y a une enquête. Mais ça, personne ne le remet en cause. Nous, ce que l'on disait simplement, c'est cette histoire d'inversion de la charge de la preuve. Pourquoi est-ce que c'est aux policiers de prouver qu'il est effectivement dans l'état de légitime défense? Ça, c'est la loi. Oui, ça, c'est la loi aujourd'hui. Le changement, il n'existe pas aujourd'hui. Mais on est bien d'accord. Donc ça, c'est le contexte juridique aujourd'hui. Il y a des enquêtes. Et effectivement, ce sera aux policiers de prouver qu'il est bien dans des circonstances réglementaires, soit de la légitime défense, soit du cas d'usage des armes. Et les policiers manifesteront donc lundi. Lundi à 12h, place Saint-Michel. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission de Punchline. Dans un instant, Christine Kelly sur CNews avec ses invités pour Face à l'info. Et moi, je vous retrouve sur Europe 1 pour les débats de Punchline. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. Laurence Ferrari sur Europe 1. Demain sur Europe 1, Christophe Ondelat vous raconte. Je vous raconte la terrible histoire